Alors, y a-t-il du jeu sans enjeu ? Je vais déjà présenter donc, les intervenants. Donc, à ma droite, Douglas Alves, que vous connaissez. Alors, je vais prendre le micro, ce serait bien. Bonjour à tous. Donc, évidemment, c'est un peu comme moi, Doug. On s'est rencontrés d'ailleurs au Stunfest. Ça fait des années et des années qu'on vient au Stunfest. On a connu à peu près toutes les phases du festival. Ouais. Le parking souterrain où on faisait des nuits blanches. Ça fait 8 ans que je viens au Stunfest. Donc effectivement, vous le connaissez. Donc c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un professeur d'histoire des jeux vidéo, responsable technique de l'association MO5, qui est une association qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine informatique notamment, et ancien journaliste chez Tilt. On est content que tu sois là. Merci. Donc Jérôme Larrey, c'est la première année qu'on a la joie de l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Donc auteur, critique, traducteur et éditeur de jeux de rôle sur table, Jérôme a participé à l'écriture ou à la conception d'une 50aine de jeux et suppléments en France ou à l'étranger. Parallèlement, il organise ou contribue à de nombreux événements destinés à favoriser la création de jeux et l'élaboration de théories propres au JDR. Table ronde, animation d'ateliers de conception, colloques, concours internationaux de création, etc. Donc on est content que tu sois là aussi. Merci. Et ensuite Mathieu Triclot, que vous connaissez. Bonjour. Que vous connaissez, parce qu'il est déjà venu 2 fois, en 2012 et 2013, si je ne me trompe pas, maître de conférences en philosophie à l'UTBM, auteur de Philosophie des jeux vidéo 2011, La fabrique des jeux vidéo 2013. Il a été le commissaire scientifique de l'exposition Jeux vidéo à la Cité des Sciences. Il travaille sur le jeu vidéo comme forme d'expérience produite par le rapport à la machine informatique. Donc, je vais faire une intro très succincte et après je vous passerai la parole. Parce que c'est ça, quand on invite plein de gens, je vais pouvoir vous laisser parler. D'année en année, je parle de moins en moins, donc c'est plutôt cool. Moi, je suis super content. Je vous écoute et ils vont vous écouter également. Alors, le premier sujet, donc, y a-t-il du jeu sans enjeu ? C'est vrai que c'est une formule un petit peu dépouillée, parce que ça contient le mot « jeu » et un mot de la même famille, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment... c'est quelque chose qui va toucher au game design et aussi à la philosophie du jeu. Et je fais d'abord un aparté avant de détailler le sujet. Ce qui est très drôle, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais il était peut-être question à un moment qu'au Stunfest, il y ait un money match. C'est très drôle parce que ça faisait un petit peu écho de la conférence « Y a-t-il du jeu sans enjeu ?» Parce que, il s'agissait, je ne sais pas si vous connaissez les joueurs en question, mais un money match, en gros, c'est je parie que je vais gagner, non, je pense que je vais te défoncer. On parie, en l'occurrence, c'était $10 000 ici, donc une somme quand même énorme. Notamment pour de l'e-sport, c'était pour Street Fighter 4 et ils avaient annoncé qu'ils le feraient au Stunfest sans même demander en fait si nous on était d'accord. Donc ça m'avait fait sourire parce que j'étais en train de travailler sur la conférence à ce moment-là. Donc en gros, je précise d'abord le corpus. C'est vrai que d'année en année au Stunfest, on est quand même partisan de l'ouverture, c'est-à-dire que certes à la base c'est un festival de jeux vidéo, des cultures vidéoludiques dans toute sa diversité, donc c'est le jeu sous toutes ses formes, les jeux indés comme ceux qui ne le sont pas, mais également pas que les jeux vidéo, c'est-à-dire les jeux de cartes, les jeux de société, les jeux sportifs, les jeux d'adresse, les jeux enfantins, etc., etc. C'est toutes les formes de jeux et au Stunfest, on est pour la thèse vraiment de la continuité entre les différentes formes de jeux. Il y a juste évidemment des spécificités de la grammaire, etc. Peut-être dans le jeu vidéo une place de la technologie plus importante, évidemment. Donc en gros, il s'agira dans un premier temps, et c'est pour ça que je passerai la parole à Mathieu, de préciser un peu les mots, parce que c'est vrai que jeu, c'est un mot polysémique. Pareil pour enjeu, c'est difficile de lui donner des synonymes stricts, même si on en a plusieurs qui nous viennent à l'idée. Et la première chose, je pense, c'est qu'il faudra s'interroger justement qu'est-ce qu'un jeu, qu'est-ce que jouer, pour ensuite voir justement le rapport entre jeu et enjeu, même si le sujet semble présupposer que de l'enjeu, donc du jeu. Parce que là, on se pose vraiment la question du jeu sans enjeu. Ça semble logique que quand il y a de l'enjeu, il y a du jeu, ou quand il y a du jeu, il y a de l'enjeu. Alors les formules ne sont pas tout à fait symétriques. On pourra analyser ça d'ailleurs. Donc il y a pas mal d'implications. Est-ce que c'est une condition sine qua non, une possibilité? Est-ce que ça altère le jeu? Mais je vais d'ores et déjà, donc dès à présent, plutôt donner la parole à Mathieu du coup, pour faire une sorte d'introduction critique ou d'introduction à la philosophie du jeu. Qu'est-ce qu'un jeu? Qu'est-ce que jouer?
Okay, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, quand j'ai pris moi l'intitulé Y a-t-il du jeu sans enjeu, c'est vrai que ça ressemble à un sujet de philosophie et avec le caractère paradoxal parce qu'on est balancé d'une réponse à une autre. Et c'est la première chose qui me semble intéressante. Alors on a envie de dire d'un côté il faut absolument de l'enjeu parce que sinon à quoi bon jouer ? Et là, on retrouve, dans cette nécessité de l'enjeu, on retrouve des caractères qui font partie de la définition des jeux chez les auteurs traditionnels en théorie du jeu, que ce soit Huizinga, Caillois, Henriot et les autres. C'est-à-dire que il faut absolument, pour que le jeu se passe, que l'on se prenne au jeu, et si on joue pour rien, il n'y a pas de jeu possible. Bon, ça c'est le premier aspect. D'un autre côté, en même temps, on voit bien que l'enjeu, c'est ce que tu disais avec le money match, l'enjeu ou trop d'enjeux peut tuer le jeu. Et là, on passe sur la problématique qui est celle de la corruption du jeu. À partir du moment où le jeu a des conséquences au-delà de l'espace ludique, est-ce que ça continue à être un jeu ? Est-ce que ça devient autre chose ? Ces objets frontières, ça peut être le passage du jeu au sport, par exemple. Je pense qu'il y a deux frontières. Il y a le sport et il y a comme institutionnalisation particulière du jeu, où tout d'un coup l'enjeu devient très très important, de la compétition. Et puis l'autre aspect, c'est l'argent. Effectivement, quand je parie, que fait l'enjeu du pari et de la somme d'argent à mon jeu. Mais ça, on en discutera peut-être après. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette impossibilité de la réponse et quelle structure ça a. On a envie de dire oui, on a envie de dire non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on bascule de l'un à l'autre. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas de jeu sans enjeu. Oui, mais il faut quand même de l'enjeu. Ah oui, mais s'il y a trop d'enjeux, c'est plus du jeu. Ah oui, mais s'il n'y a plus d'enjeux, c'est plus du jeu, etc. Cette espèce de structure-là, c'est une structure qu'on pourrait dire métastable. On bascule d'un pôle à un autre tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une gradation. On ne peut pas se dire, en tout cas c'est comme ça que je prends cette proposition, cette provocation théorique, y a-t-il du jeu sans enjeu, on ne peut pas se dire il faudrait trouver le bon dosage. Ce n'est pas une affaire de juste équilibre entre trop d'enjeux ou pas assez d'enjeux. C'est une affaire de bascule permanente. Et ça, je crois qu'à ce moment-là, on touche à la structure de l'attitude ludique, de ce qu'on a dans la tête quand on joue. C'est-à-dire que la condition, c'est que j'y crois vraiment quand je joue. C'est la chose la plus importante sur Terre. Et en même temps que c'est la chose la plus importante sur Terre, de manière contradictoire, je sais que c'est aussi la chose la moins importante sur Terre et la plus futile. Donc, c'est pas qu'on a un bon dosage entre trop d'enjeux, pas assez d'enjeux, c'est qu'on a les deux en même temps. On a à la fois la superposition de l'enjeu maximum, je joue ma vie sur cette partie, sinon je ne joue pas. Et c'est qu'une partie. C'est qu'une partie, ça veut dire que même si je gagne, eh bien mon titre sera remis en jeu la prochaine fois, où je gagne une médaille en chocolat, ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, on touche à la structure de ce qu'on appelle l'attitude ludique, du côté de la théorie des jeux ou de la philosophie des jeux. Et c'est presque, ça ressemble à cette structure d'attitude comme ça métastable, où on est à la fois hyper engagé, hyper désengagé. Ça ressemble aussi à l'humour. C'est des moments dans lesquels on peut dire une chose en même temps que son contraire, et l'énoncé vaut parce qu'on dit une chose en même temps que son contraire. Voilà, en allant dans ces idées de la question donc des rapports entre jeu et sport, la formule qui me vient assez vite, y a-t-il du jeu sans enjeu ? C'est une formule très célèbre dans le monde du foot, qui est la formule du manager de Liverpool, Bill Shankly, constamment répétée, à qui on dit alors le foot, qu'est-ce que c'est ? Alors évidemment, à chaque fois on dit ah mais c'est juste un jeu, il n'y a pas mort d'homme, toutes ces formules, et en même temps c'est hyper important, il n'y a rien de plus important que le football, je ne vous l'apprends pas. Et Shankly, formule humoristique, mais qui représente cette instabilité, et puis cette conjonction de l'humour et du jeu, dit le football ce n'est pas une question de vie ou de mort, la formule célèbre, c'est bien plus que cela. Bon, qu'on pourrait transposer, je crois, à n'importe quelle activité compétitive. Bien sûr que ce n'est pas une question de vie ou de mort, la partie de Street Fighter, mais c'est quand même bien plus que ça. C'est-à-dire que c'est le maximum de notre engagement possible. Et là, on voit la conjonction entre cette structure instable, jeu en jeu, et la question de l'humour, et ce qui nous renvoie à ce que c'est le jeu pour nous, êtres humains.
C'est-à-dire que c'est une structure fondamentale comme ça de la conscience, où on peut être à la fois pleinement dans quelque chose, sous la condition d'en être pleinement désengagé, et on peut y être parfaitement engagé, juste parce qu'on sait en même temps que l'on pourrait totalement s'en désengager. C'est curieux, hein. Donc pas simplement, je crois, du point de vue du play, en tout cas du point de vue de l'attitude ludique, on a cette très très belle contradiction qui fait le jeu. Et évidemment, tout ce que je raconte, serait soumis à objection. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite, et puis vous allez les avoir, on voit tout de suite une série d'objections à ça. C'est-à-dire que constamment dans la pratique ludique, on assiste à ce que Caillois appelait la corruption du jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs du jeu dans lesquels l'enjeu peut prendre le pas, voilà, et modifier cette structure-là. Et puis, autre question, mais celle-là je la laisse ouverte, il y a la question des... Une fois qu'on a dit ça, il faut à la fois un enjeu maximum et puis une absence totale d'enjeu. On n'a pas dit grand-chose, enfin on a dit quelque chose peut-être sur la structure de l'attitude ludique, si tant est qu'une chose aussi générale existe, mais on n'a pas encore parlé des jeux, et on n'a pas encore parlé des enjeux, et on n'a pas encore parlé de ce qui nous amène en jeu dans les jeux, c'est-à-dire avec quoi est-ce qu'on joue. Si je joue à Street Fighter, est-ce que c'est le même enjeu que quand je joue à la Barbie? Ce qui m'arrive moins souvent, enfin quoique, je sais pas. Ça m'amène à une question un peu troublante. Est-ce que je joue plus souvent à Street Fighter ou à la Barbie? En tout cas... Et du coup, c'est quoi la réponse? Eh ben, c'est quoi la réponse? Non, je crois que c'est des structures d'enjeux qui sont différentes et qui nous restent à explorer une fois qu'on est parti sur cette grande voie de l'attitude ludique. Voilà ce que je dirais en introduction. Alors, je peux te passer la parole, Jérôme, pour décortiquer un petit peu la notion d'enjeu, pour voir un petit peu les différentes couches, ou entre guillemets, un petit peu la typologie sur intrinsèque, extrinsèque, les enjeux ludiques, parfois ceux qui ne le sont pas, etc. Alors, moi, ce qui m'a frappé sur sur le thème par rapport aux enjeux, c'est qu'on part souvent du principe que l'enjeu, c'est l'équivalent d'une mise. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est défini par les règles du jeu, et c'est ce qu'on va perdre ou ce qu'on va gagner en cas de victoire. C'est une première façon d'aborder l'enjeu, c'est celle que tout le monde comprend. Il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que dès qu'on se pose la question de comment on fait des jeux ou comment on gère ça, il y a plein d'autres problèmes qui s'y rajoutent. Par exemple, très souvent dans un jeu, ou dans une partie du moins, pour reprendre la distinction sur l'attitude ludique, l'enjeu, ça peut être le fait de gagner déjà. C'est-à-dire, peu importe, même s'il n'y a rien à gagner, le fait de gagner, c'est déjà important. Et pour reprendre ce que tu disais, on joue sa vie, quoi. On joue sa vie. Après, l'autre truc, c'est que cet enjeu qui, a priori, est la mise, est super simple. C'est super simple dans certains jeux très particuliers, mais souvent, dans plein de jeux, en fait, on s'aperçoit que les différents joueurs ne jouent pas au même jeu. Tu parlais du foot. Si on prend un match de foot, enfin, si on prend des équipes de championnat, on va s'apercevoir qu'il y a des équipes qui jouent pour le match, pour la soirée en question. Il y en a qui jouent à l'échelle du championnat, et il y en a qui jouent à l'échelle du championnat européen, par exemple. Et peut-être même encore autre chose. Donc les enjeux, ils ne sont pas forcément symétriques entre les joueurs. Les enjeux, ils peuvent évoluer au fil du temps sur une partie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs de plateau dans la salle, mais est-ce que vous avez déjà été confronté à ce cas-là où vous êtes en train de jouer, éventuellement de gagner, ou peut-être de perdre, et à un moment, il y a un joueur qui s'aperçoit qu'il ne peut pas gagner. Et là, l'enjeu, ça va plus être de jouer de façon optimale, ça va être de pourrir la personne qui l'a vexé dans la soirée. Hein, je pense que ça parle à plein de gens, ça. Alors, chez nous, on appelle ça le king-making, j'imagine que ça a d'autres noms, j'imagine que ça doit se trouver aussi dans le king-making, le faisage de roi, si j'ose dire. Ça doit exister aussi dans le monde du jeu de combat, j'imagine, ce genre de truc sur des championnats, non? Assez rarement, parce que c'est quand même des jeux à plus de 2 joueurs. Et c'est rare dans les jeux de combat, mais dans les jeux de société, c'est hyper fréquent. Mais c'est des trucs très courants. Donc cette notion d'enjeu, elle est très fluctuante. Et après, pour terminer, de rendre les choses encore un peu plus confuses, eux donnent les réponses et moi je rends les choses confuses. Hein, chacun son taf. Ça va être le fait qu'on va distinguer, par exemple, quand on travaille sur un jeu, ce qu'on appelle communément le but du jeu
donc qui peut être l'enjeu, c'est-à-dire pour gagner, j'ai besoin de faire telle chose. J'ai besoin de battre mon adversaire, j'ai besoin de mettre plus de buts que mon adversaire. J'ai besoin d'avoir le plus de points de victoire. J'ai besoin d'arriver à la fin du niveau au moins 30 secondes. Peu importe. Et donc ça, c'est ce qui va être intrinsèque au jeu. D'accord ? On va rajouter à ça une notion d'usage. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je joue ? Je peux jouer parce que c'est fun de jouer, que c'est super cool et c'est ce que j'ai envie de faire. À la base, c'est génial. Je peux jouer parce que j'avais rien à foutre le vendredi soir, quoi. Et que c'était ça au regard des M6. Je peux jouer parce que la personne qu'on a invitée pour jouer, ça fait 2 mois que j'ai envie de lui faire des avances et que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et parce que je suis un peu lourdeau, je crois que ça va être un moyen. On peut jouer pour plein de raisons. Donc ces raisons-là, c'est ce qu'on va appeler l'usage. Et nous, dans le jeu auquel on va jouer, qui n'est peut-être pas exactement le même jeu que les autres, comme je disais tout à l'heure, on va rajouter cette dimension-là. C'est un jeu-là qui est extérieur à la partie dans son sens le plus simple et qui va rajouter un niveau de complexité. Et le dernier, et puis après je vais vous laisser avec tous ces cadeaux empoisonnés, le dernier, c'est la notion d'engagement dont tu parlais déjà un petit peu. C'est-à-dire que l'enjeu sur une partie, ça va être l'enjeu, donc le but du jeu, ou ce qui est défini par les règles du jeu. Ça va être l'enjeu, l'usage, donc l'enjeu externe. Et ça va être à quel point ça m'intéresse, à quel point je suis engagé. Je ne sais pas ce que c'est pour vous un jeu qui n'a pas d'enjeu, mais en fait c'est super dur à définir. Enfin moi je trouve. Les jeux qui n'ont pas d'enjeu, pour moi ce serait, je sais pas, alors à l'époque d'avant les téléphones portables, ce serait acheter des mots fléchés pour jouer dans le train. Ou si vous avez déjà vécu ce genre de scène, vous savez, ces jeux super qu'on fait pendant les mariages, où le but c'est d'apprendre des trucs gênants sur les mariés, qui datent d'il y a 30 ans, enfin, ils peuvent se marier plus jeunes aussi, mais et qui permettent juste surtout, essentiellement de passer le temps avant qu'on amène les desserts. Bah, ces jeux-là, il n'y a pas d'enjeu phénoménal, et en général, les gens qui ne sont pas bourrés, ils ne s'investissent pas des masses dans le jeu. Mais à part ça, c'est quoi enfin, t'as l'enjeu quand même de mettre tout le monde mal à l'aise, l'enjeu carnavalesque de déballer les choses devant tout le monde à table quand même. Alors ouais, justement, l'enjeu de mettre le bazar. C'est sans doute pas le plus petit, ouais. Pour reprendre un exemple que je prends souvent, c'est exactement la même chose que action ou vérité. Comment on gagne action ou vérité ? Il n'y a pas de règle pour gagner action ou vérité. Il n'y a pas d'enjeu. Par contre, qu'est-ce qu'on peut foutre les gens mal à l'aise ? Et ça fait partie du truc. Action ou vérité, c'est un jeu où on peut que perdre en fait. Ce qui me semble intéressant dans ce que tu dis, je rebondis tout de suite, c'est que, on voit l'articulation entre 2 manières de penser l'enjeu, ou 3 dans ton modèle. C'est-à-dire que d'un côté, il y a moi, ce que je ramenais vers l'attitude ludique, à la fois un maximum d'enjeux parce qu'on se prend au jeu et ce n'est qu'un jeu, toujours cette structure-là. Ça, c'est du côté des joueurs et de notre structure, de notre capacité à jouer. D'ailleurs, peut-être que pour qu'il y ait des jeux, il faut d'abord qu'il y ait des joueurs et qu'ils soient en capacité de se mettre dans cet état-là qu'on appelle jeu. Et ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler les activateurs. Et ça, c'est du côté des objets jeux. Et là, c'est tout ce que tu dis sur les systèmes de points, gagner, pas gagner, les conditions de victoire. Donc, on voit bien qu'on a des objets, des jeux, au sens des games, des objets concrets de jeux, qui permettent d'activer chez les joueurs cette attitude-là, quoi. Et c'est vrai qu'après, on est parmi les cas limites. Alors, tu cites le jeu de mariage et le jeu. Et puis la partie de solitaire dans le train ou de mots croisés ou de mots fléchés dans le train. Moi, je me disais, qu'est-ce que ça peut être un jeu sans enjeu ? Je m'ennuie, je suis gamin, je m'ennuie au parc. Là. Et puis, j'ai fait un peu 2 fois le tour de la balançoire et du toboggan. Et puis, je vais m'amuser à tourner sur moi-même, à tourbillonner. Donc là, effectivement. En quoi est-ce que c'est encore du jeu ? Il me semble qu'on est à un cas limite parce qu'au niveau du jeu comme système de règles, comme objet ludique, il n'y a pas de définition de conditions de victoire ou de perte. Il n'y a pas de choses comme ça. Et pourtant, un gamin qui fait de la balançoire ou du toboggan ou ses activités vertigineuses, il est aussi dans une activité de jeu. Je voudrais revenir à ce que tu as dit, que j'ai trouvé très intéressant sur l'e-sport. Et moi, je mettrais le serious game en fait, dans justement cette périphérie du jeu. C'est que moi, je me rappelle très bien les tout premiers tournois en fait,
de VS Fighting, par exemple, en France, où c'était la surprise pour le joueur en fait d'avoir gagné le tournoi, d'avoir du cash. C'est-à-dire qu'on lui avait pas annoncé en fait en avance. Et souvent là, sa réaction c'est peut-être que en sachant que j'allais gagner de l'argent, j'aurais pas joué de la même façon. Donc c'est très bien de pas me l'avoir dit. C'est ce que Dorian nous disait tout à l'heure sur les matchs de VS avec, enfin les money match. Je ne sais pas si il faudrait que tu racontes ça en ton nom propre, mais que des matchs qui étaient joués effectivement avec argent étaient décevants, enfin paraissaient pour les spectateurs décevants parce que c'est comme si l'enjeu la paralysait. Oui, tout à fait. Et pour les serious games, il y a un peu la même chose aussi, c'est que moi je trouve que la plupart des serious games sont très mauvais parce que tu sais que le programme est devant toi pour t'apprendre quelque chose. Et justement, les meilleurs serious games que j'ai essayés, c'est ceux qui te font en fait oublier que en fait, tu es là devant ton programme pour apprendre quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on pourrait... moi, quand j'essaie de définir le jeu vidéo, il y a souvent des gens qui me disent « Mais alors Word, c'est un jeu vidéo ?» Mais en fait, c'est justement ce décalage avec la réalité. C'est que tu te dis vraiment, quand tu joues à un jeu vidéo, je vais m'extraire de la réalité pour vivre une expérience, et ça n'a pas, a priori, enfin en tout cas on le pense, de conséquences directes avec la réalité, avec notre vie de tous les jours, même si c'est pas le cas. Mais c'est insidieux, c'est-à-dire que souvent ça a une conséquence, mais on fait comme si on n'en avait pas. Et pour revenir à ce qu'a dit Jérôme, moi, quand je mets sur une ligne horizontale en fait, les deux extrêmes du jeu vidéo, je mets la simulation et le jouet de l'autre côté. Et donc, dans le jeu vidéo, on a l'habitude de mettre le jouet dans les jeux vidéo, même si la majorité des jeux, c'est des jeux avec des règles et des buts. Quoi comme jeu jouet alors, par exemple, Nobi Nobi Boy, par exemple, du même auteur que Katamari Damacy, où purement le plaisir est dans la manipulation. Raconte ce que c'est Nobi Nobi Boy, c'est un peu un jeu de niche quand même. Oui. Alors Nobi Nobi Boy, c'est un jeu avec des objets en tactile qui sont à l'écran et en fait on s'amuse. Vraiment comme si on était un enfant avec des jouets et on les déforme, on les balance, ils rebondissent. Alors effectivement, au niveau de l'enjeu, on peut s'en donner un nous-mêmes, parce que si on a envie, mais ça reste du plaisir de la manipulation. Et ce qui est vraiment propre en fait aux jeux vidéo, c'est que si on prend un jeu de société et on oublie les règles du jeu de société et qu'on bouge les pions sur le plateau, on n'a pas beaucoup de plaisir parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit et qu'on a déjà expérimenté en fait tout ce qu'il y avait à expérimenter avec ça, avec les objets de la vie de tous les jours. On sait comment la physique marche et le jeu vidéo, en changeant les règles en fait de la physique et la manipulation numérique, en fait crée des nouveaux plaisirs. Ça nous amuse seulement par le fait que les règles physiques et les réactions sont différentes de celles de la réalité. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un jeu ou pas ? Est-ce que ça devient un jeu au moment où le joueur se dit moi je vais essayer de faire que tous les objets soient tout petits et qui rebondissent en haut de l'écran. Voilà, est-ce que ça devient un jeu quand on se donne un but dans le jeu, ou est-ce que c'est un jeu en lui-même pour le plaisir de la manipulation? Manifestement, on joue pas au jeu, mais on joue quand même. Voilà, exactement. C'est une sorte pour Nobi Nobi Boy, c'est une sorte de pâte à modeler numérique, comme on dit parfois pour désigner ce genre de choses, et avec quand même des parentés très très fortes avec le jeu enfantin, parce que ça ressemble à d'abord l'univers est extrêmement enfantin, et puis on a une espèce de serpent là qui bouffe par les deux bouts tout ce qu'il peut trouver, et donc on est dans un jeu de chamboule-tout. Enfin, le plaisir, c'est de mettre le bazar sur des petites planètes comme ça avec plein d'objets, puis on grossit. Alors au départ on attrape que des toutes petites choses et on finit par bouffer des voitures et des immeubles, etc. Mais là il y a un plaisir qui est un plaisir de la perturbation pure, et puis des effets effectivement de collision, de choc auxquels on ne s'attendrait pas d'abord. Ouais. Sur ce que tu disais sur l'enfant ou sur ces jeux joués, il y a un autre élément qui est très important, c'est que les enjeux sur un jeu donné ne sont pas toujours les mêmes en fonction de à quel point le joueur va apprendre à y jouer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos premières parties de solitaire ou de démineur. Vaincre le jeu, il y avait un enjeu en fait. Ouais, c'est pas les jeux les plus sexy, mais c'est des jeux que tout le monde connaît. Et on a tous vécu sans doute. Ce sont les jeux les plus joués encore aujourd'hui en France. D'ailleurs, on devrait quand on parle de jeux vidéo, on devrait consacrer 75% de notre temps à parler du solitaire. Ça serait conforme à la réalité des pratiques. Mais ces jeux-là, le solitaire, normalement, si je me souviens bien, ça vous explique pas comment on y joue. Donc la première fois que vous y jouez, vous essayez de le comprendre, et c'est pas forcément évident.
puis ça vient, vous arrivez à le battre, vous êtes content, blasé, ce que vous voulez. Non, il y a un feu d'artifice, bah oui, t'as une gratification visuelle extraordinaire. Hein. C'est un peu quand t'es en 93, c'est un événement multimédia dont tu te souviendras toute ta vie. Joué par toutes les secrétaires. C'est un peu Peggle avant Peggle, moi en fait. aussi, hein, et par tous les gens qui glandent au boulot, c'est-à-dire tout le monde. Et alors, une fois que vous êtes blasé, que vous êtes habitué à ce déluge multimédia, en fait, ça devient qu'un moyen de passer du temps. Et l'enjeu, il a complètement changé. Et vous avez un autre jeu plus classique qui reprend exactement cette truc-là et auquel, pareil, on a tout joué, c'est le Morpion. Le Morpion, c'est super mystérieux, c'est super intéressant jusqu'au moment où ça l'est plus du tout. Mais même pas un petit peu. Et là, passer du temps sur du Morpion, je ne sais pas comment vous faites, quoi. C'est vrai qu'il y a cette question de l'épuisement du jeu. Et ça, c'est un truc qu'on trouve effectivement du côté des game designers, de dire qu'il n'y a aucun jeu qui est destiné à durer indéfiniment. Alors, on pourrait en discuter de ça, mais au bout d'un moment, si l'intérêt est cognitif, c'est-à-dire décrypter le schème de jeu, se faire une stratégie, eh bien, au bout d'un moment, effectivement, on pourrait épuiser l'enjeu. Donc, l'enjeu, ça serait une sorte de là, on est encore dans un autre sens de l'enjeu. Oui. C'est plus gagner-perdre, c'est plus l'attitude ludique, c'est une sorte de stock d'intrigues conceptuelles à avaler pour notre cerveau, quelque chose comme ça. Et on peut le bouffer. Excuse-moi. Et c'est là où on voit qu'il y a effectivement, comme disait Jérôme aussi, il y a des enjeux qui sont en fait qu'on pourrait en fait classer dans des types de joueurs. Par exemple, moi je me souviens très bien quand j'ai joué la première fois à Fantasy Star Online, j'ai fini la première quête. Rappelle-moi ce que c'est. Fantasy Star Online, c'est un jeu sur le Dreamcast. Le premier où on était connecté en 4 joueurs sur des lignes de téléphone normales avant vraiment Internet, quoi. Et il y avait un enjeu financier apparemment. Oui, exactement. Et quand on finissait le jeu, on avait le boss de fin, on avait la cinématique. Et moi, je me rappelle, mon rédac chef de l'époque me dit mais pourquoi tu continues pas pour avoir les meilleures épées et tout ça. Et pour moi, le jeu était fini. J'avais en fait pris en fait l'intérêt du jeu à 90%. Enfin, en tout cas, je me le disais comme ça à l'époque, et je me dis pour moi le jeu est fini, je vais pas rejouer encore une partie pour voir 2-3 petites différences. Voilà. Ça c'est vraiment intéressant parce que sur cette conception de l'enjeu comme stock d'intérêt, quoi, ça nous renvoie au fait que c'est peut-être une spécificité des jeux vidéo, ça, hein, le fait que la plupart des gens ne finissent jamais les parties. Et quand on a les indicateurs de complétion des jeux sur Steam, etc., on voit qu'il y a 25-30% sur les très bons jeux de gens qui vont au bout. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, en tout cas, de mon expérience de joueur, effectivement, ce sentiment d'épuisement de l'intérêt ludique ou de l'enjeu proprement ludique, il arrive assez vite. C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait le tour de ce que le jeu avait à offrir, et après, ce n'est que la répétition du même. Il y a... on retrouve notamment dans le monde de l'entreprise un modèle de la motivation qui s'appelle le modèle de Vroom, qui est alors ouais le c'est nom. Ce qui fait rouler les gens, c'est ça ? Non, mais je crois que c'est un vieux jeu de course sur Atari, il me semble. Sur Atari ST Amiga. Oui. Qui à l'époque était formidable, magnifique, mais ça m'était un peu passé à côté. Donc non, c'est le nom de la personne qui l'a inventé. Je pense qu'il a dû avoir une enfance difficile. En fait, pour le principe de ce modèle, c'est de distinguer selon 3 axes la motivation d'un acteur à faire quelque chose. La première, c'est ce qu'il appelle la valence. C'est est-ce que je fais en soi, ça m'intéresse. Et a priori, je joue à tel jeu, c'est fun, tout ça, donc ça me plaît. Ok, pas de problème. La seconde, c'est l'instrumentalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais retirer du fait de jouer à ce truc-là ? L'exemple du money match. Je vais en retirer de l'argent, etc. Le troisième, c'est l'expectation. Alors l'expectation, c'est un mot barbare qui veut dire est-ce que j'ai le sentiment que je vais y arriver ? Est-ce que j'ai le sentiment que c'est ni trop dur, ni trop facile ? Et en fait, avec ces 3 éléments, on retrouve énormément de choses qui sont liées justement à l'enjeu, à la façon de voir. Pour moi, l'expectation, ça rejoint vachement l'engagement, même si c'est pas exactement similaire. Et effectivement, on peut se dire, voilà, je joue à ce jeu parce que c'est sympa, ça me plaît. Je joue à ce jeu parce que j'ai une récompense, avec tous les effets pervers qu'on connaît. C'est-à-dire, au départ, peut-être c'était le cas d'ailleurs sur le tournoi, je ne connais pas du tout le monde des tournois des jeux de combat, mais au départ, je gagne et je reçois une somme de monnaie alors que je ne m'y attendais pas. Ça peut que me faire plaisir, sauf qu'au bout de quelques années, je m'aperçois que si je n'ai pas la somme de monnaie, je ne joue plus. Et ça ne m'intéresse plus de jouer.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de domaines ou dans des milieux où il y a des amateurs qui se professionnalisent. C'est quelque chose de très très courant. Comme le Tout à fait. Tout à fait, comme un célèbre joueur français qui est passé de StarCraft au poker. Elki. Voilà. Et là, on voit qu'en fait, son plaisir, c'est de maîtriser un système complexe pour gagner de l'argent. En fait. Donc, il n'irait pas jouer à un jeu aujourd'hui en compétition sans qu'il y ait un enjeu monétaire. Et ce qui fait le lien avec ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire l'univers des serious games, donc des jeux sérieux, des jeux avec un enjeu réel d'apprentissage ou bien de publicitaire ou ce genre de choses, ou aussi l'univers de ce qu'on a appelé la gamification à un moment donné qui était très à la mode, c'est-à-dire l'idée que comment est-ce qu'on va faire pour que les gens fassent des tâches qui ne les intéressent pas en soi, pour lesquelles il n'y a pas de motivation intrinsèque. Eh bien, on va créer de la motivation extrinsèque en utilisant des systèmes de règles, de points, de récompenses, d'achievements, etc. Et ça, c'était un discours qui était tenu par des gens qui regardaient les indicateurs justement sur le Xbox Live. On a 10% de gens complètement cinglés qui peuvent passer 100 heures à faire une tâche absolument sans aucun intérêt ou sans aucun enjeu propre pour obtenir le petit badge qui va décorer leur profil. Donc on se dit, tiens, là, il y a un moteur de motivation, un moteur de vroom pour faire bouger les gens. Et il y avait eu dans les critiques donc, de ce processus de gamification, de ces procédés de gamification, Jesper Juul, donc, qui est l'un des tenants de la position, disons, ludologique, formaliste des Game Studies, qui avait ressorti une vieille étude de psychologie sociale sur la question de l'enjeu intrinsèque, extrinsèque. L'étude était la suivante, des gamins dessinent dans une classe, on leur donne des crayons, une feuille blanche, et puis dans l'autre classe, l'autre groupe, même dispositif, crayon, feuille blanche, à la fin du dessin, on leur donne une gratification, un bonbon, un bon point, une image, etc. On regarde ce qui se passe 3 semaines, un mois après. Le groupe qui a dessiné sans gratification continue à dessiner, il prend du plaisir, produit de meilleurs dessins que le groupe qui a obtenu des gratifications et qui ne dessine plus sans avoir le petit enjeu externe de l'activité. Je voulais poser une question, mais je vais directement poser la deuxième, parce que c'était exactement ça, ce que la gamification, ça fait partie de ces... l'enjeu peut-il supprimer le jeu, même si pour le cas de la gamification, c'est un peu l'inverse, on est hors jeu et on va vers le jeu. C'était justement avec les couples classiques d'opposition, les deux plus pertinents étant jeu et réalité, jeu et travail, donc on ne mentionne pas tout le temps. Jeu et sérieux, c'est un peu moins fort. Justement, gamification, jeu au travail, les joueurs professionnels, pour en reparler, ou les jeux, notamment sportifs, dont l'échec se solde par la mort, en fait, l'étude des cas limites, où justement on arrive l'enjeu qui peut supprimer le jeu. Donc si vous avez envie de continuer dans cette direction. Je voulais juste réagir à Mathieu, parce que c'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Moi, je suis entièrement contre les achievements dans les jeux. Ça me tue le jeu. Et l'exemple sur les dessins, qui est une activité créative, il est très bon cet exemple, parce que moi, je mets en contradiction, en fait, en opposition même le jeu, en fait, qui a l'intérêt du jeu, proprement dit, c'est-à-dire la qualité de jeu, qui est en rapport avec la qualité des dessins dont tu parlais, et ce système d'achievement où ça ressemble en fait à une liste à compléter, mais qui n'a aucun intérêt intrinsèquement à être complété, parce que tu t'en fous d'avoir pris 100 étoiles plutôt que 50. Voilà, c'est juste que tu veux en fait montrer au monde, quelque part par ta liste, que tu as été capable de le faire. Mais ça n'a aucun intérêt pour le joueur, ça ne lui apprendra rien de plus, ça va pas l'enrichir. Et ça, pour moi, c'est problématique dans toute cette génération de jeux avec achievement, en fait. Mais c'est quelque chose qui a été très utilisé dans le domaine, encore une fois, de la motivation au travail, où effectivement toutes les tâches qui sont répétitives, on va dire peu créatives, pour faire simple, même si c'est pas binaire, hein, c'est des tâches où on était habitué depuis le début du siècle dernier à rémunérer en mettant de la prime, en mettant du quantitatif en fait. Et effectivement, sur toutes les tâches créatives, on s'aperçoit que paradoxalement, ça a souvent l'effet inverse. L'exemple des dessins, l'exemple
Et ça dépend vraiment du type de tâche, et ça dépend du relationnel qu'on a avec la tâche, de ces questions d'engagement. Et enfin, le dernier point, c'est de l'image que ça nous projette nous-mêmes, en fait. Et on va voir, effectivement, sur des tâches créatives, quelque part, c'est un peu comme si on disait on se vend. Et une fois qu'on est vendu, c'est fait, quoi. Alors ça dépend du seuil de chacun, c'est très très réducteur ce que je dis, mais ça rejoint ce genre de mécanisme, en fait. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que finalement, on s'est retrouvé à distinguer plusieurs significations de cet enjeu, du côté de l'attitude ludique, du côté des systèmes de jeu et de points et de gratification, là, ce dont on parle, du côté des formes d'engagement du joueur. Et on voit bien que tout ça est inséparable. C'est-à-dire que des jeux qui peuvent nous sembler absolument sans aucun intérêt, et tu évoquais ces jeux de passe-temps, là, dans lequel, je sais pas quoi faire, là, vraiment. Alors j'ai mon vieux Nokia sous la main, et puis je fais un Snake. Bon, ça c'était le prototype, comme ça, l'un des grands prototypes du jeu passe-temps en jeu vidéo. Voilà, cette forme de jeu transposée dans un autre contexte que celui du temps à tuer n'a aucun sens. Voilà, c'est un jeu qui perdrait tout enjeu, alors que dans cette situation-là, tout d'un coup, ça redevient quelque chose qu'on peut comprendre et qui est intéressant par rapport à la situation. Donc on a vraiment plusieurs strates d'intérêt, quoi. L'intérêt intrinsèque du système de jeu, comme tu le dis, avec sa qualité, sa profondeur, comme on dirait. Et puis aussi le fait que pour qu'un jeu soit intéressant, fondamentalement, il ne suffit pas qu'il soit intéressant en soi. Il faut que les conditions soient réunies pour que la pratique fasse sens autour. Voilà. C'est toujours ces ensembles-là. Alors, pour terminer peut-être la parenthèse, avant de revenir sur tes questions, parce que c'est vrai que d'une heure, c'est ça. En fait, des jeux qui sont intrinsèquement intéressants, il y en a des tonnes, en fait. Et très souvent, ça suffit plus. On va jouer pour d'autres raisons que le fait que le jeu soit intrinsèquement intéressant. On peut jouer alors selon les motivations qu'on a, etc. On va peut-être continuer à jouer parce que le jeu est intéressant. Par contre, si c'est des jeux, je sais pas, qu'on achète, par exemple, la raison qui va pousser à l'achat, ça va très souvent être autre chose que le simple intérêt du jeu, parce que aujourd'hui, la plupart des jeux sont intéressants, ne serait-ce que parce que si ils sont intéressants, ils le deviennent. Et du coup, on va rajouter pas mal d'enjeux. Pour revenir sur les questions sur le travail et la gamification, le problème effectivement qu'il y a eu souvent dans les premiers excès, ça a été de croire, en fait, un peu de confondre la carte et le territoire, quoi, de dire que c'est pas parce qu'il y a plein d'achievements que le jeu est intéressant, mais c'est parce qu'il est intéressant qu'on va chercher les achievements. Et que cette simple inversion, en fait, suffit à faire que pas mal de gens se sont fait chier dans des entreprises à avoir des gens qui leur disaient qu'il fallait débloquer les étoiles, quoi. Et pour finir, je rajouterais, c'est vraiment à l'origine du jeu vidéo quelque chose qui est très important, parce que moi je me souviens vraiment quand je commence le jeu d'arcade, je dois avoir 6 ans et demi, 7 ans, moi le but quand je jouais à Galaxian, c'était de gagner des vies pour jouer le plus longtemps possible, alors que le but de certaines personnes sur certains autres jeux de la même époque, c'était d'avoir le plus de points possible. Et moi j'ai jamais été en fait motivé par les points. Et garder son nom dans la bande d'arcade, enfin pour moi c'était un peu secondaire. Moi c'était plus le plaisir du jeu et le nombre de minutes que j'allais passer dessus. Et déjà à cette époque-là, il y avait la différence entre ces deux types de joueurs. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur nombre de jeux. Alors je pense que effectivement ça existe dans le jeu vidéo. Enfin, je pense forcément à d'autres types de jeux parce que c'est plus mon domaine, mais il y a des jeux où en fait l'enjeu ça va être de jouer à l'intérieur du cadre du jeu, et il y a des jeux où l'enjeu ça va être de le repousser. Alors je vais parler de jeux de rôle parce que j'ai une obligation morale de parler de jeux de rôle. Si vous avez joué, je sais pas combien parmi vous ont déjà joué à Donjons et Dragons, pour prendre le cas le plus classique. Les autres, vous sortez. Voilà. Alors c'est ça. Les autres, vous pouvez remettre votre badge, vous sortez tout ça. Alors ça peut être débattable, mais dans le jeu de Donjons et Dragons, en fait, vous avez un phénomène de score, comme tu disais, qui est les points d'expérience, le niveau. Et en fait, quand vous commencez à jouer dans le jeu, vous n'avez pas quelque chose qui vous dit la fin du jeu, c'est ça. Le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu, c'est de continuer à jouer.
Alors ça dépend si on joue sur des campagnes, sur des one-shots, donc sur des parties uniques ou sur des enchaînements de parties qui durent très très longtemps. Mais a priori, sur la première version du jeu, il y avait marqué que c'était pour des parties qui duraient très très longtemps, que le jeu avait été fait pour ça. Et là, le but du jeu, ça va être de continuer. Heureusement, le jeu de rôle s'est un peu enrichi, propose d'autres versions aujourd'hui, où ça va être de trouver, je sais pas, la solution d'une énigme, d'une enquête en une soirée. Y a plein de formes qui vont varier. Je suis persuadé qu'il y a plein de jeux vidéo où effectivement on cherche à repousser les limites. Quand tu parlais d'Eevee, enfin moi ça me fait exactement penser à ça. Sur les bandes d'arcade, le jeu c'est de ne pas perdre ton argent trop vite, quoi. Et effectivement, il y en a d'autres où c'est rentrer dans le score, c'est finir le jeu. Rien que la variation entre les jeux d'arcade où on avait des continus, en fait, où il y avait un intérêt d'avancer dans le jeu. En général, ça allait de pair avec une histoire, aussi minimaliste soit-elle. Et les bandes d'arcade où le but, c'était d'avoir des points, donc ça avait ou de continuer à jouer, donc ça avait absolument aucun intérêt d'avoir des continus parce que ça niquait le principe même du jeu. Mais de toute façon, un des nouveaux plaisirs qui arrive au début des années 80 dans les jeux d'arcade, c'est le plaisir de la progression et de l'exploration qui va te permettre de sortir. En fait, la plupart des jeux étaient seulement sur un écran fixe. Donc on voyait tout ce qu'avait, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau graphique, ce que proposait le jeu. Donc le plaisir était clairement au niveau du scoring ou systémique de la maîtrise du jeu. Et moi, un de mes plaisirs au début des années 80, quand les jeux à scrolling arrivent, c'est de voir mais quel nouveau décor on va me proposer, quel nouveau boss, qu'est-ce que le média va me proposer de plus, le jeu va me proposer de plus et qui va m'étonner. Et ça, c'était un plaisir important pour moi, par exemple. Ouais, je rebondis sur cette question des plaisirs, parce qu'on est arrivé de l'enjeu au plaisir. Voilà, le plaisir, c'est une gratification immédiate de l'activité, intrinsèque à l'activité. Et il me semble qu'on peut dire deux choses. Il y a à la fois, sur un même dispositif de jeu, des gens peuvent trouver des plaisirs et des enjeux très différents à jouer, ce que tu as dit. Et après, si on rentre même sur une personne qui joue à un jeu, par exemple un jeu d'arcade, en réalité les plaisirs sont aussi très très mêlés. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux, c'est un pliage compliqué de micro-enjeux et de plaisirs. Donc quand on rentre après dans l'analyse d'un jeu particulier, d'une session de jeu particulier, on a plein de choses qui sont en feuilletage. Et si on reprend juste le cas de l'arcade et de l'arcade classique, il y a toujours eu, moi c'est ce qui me semble, des strates de plaisir mêlés. La première, la plus évidente, la plus extrinsèque, c'est le high score, c'est marquer de son empreinte la borne d'arcade de sa salle d'arcade en ayant son nom qui apparaît au high score. Ça peut être le plaisir de la découverte quand ça se développe plus tard, ce type de jeu. Mais il y a aussi des plaisirs qui sont, même quand on ne gagne pas, à une partie d'arcade, qu'est-ce qui s'est passé ? Même quand je n'améliore pas mon high score, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une espèce de boucle vertigineuse avec la machine. J'ai pris plaisir au fait que j'ai dû me brancher d'une certaine manière avec une machine qui va trop vite, qui accélère, qui me déborde, qui me dépasse. Donc quelque chose, un plaisir là ici, qui est de l'ordre du vertige, de la transe, pour reprendre les catégories de Kaiwa, ou pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure du gamin qui tourne sur lui-même comme une toupie. Donc c'est un plaisir de la vitesse et du vertige qu'on retrouve de la maîtrise toujours du vertige, parce qu'il ne s'agit jamais de vertige dans toutes les activités vertigineuses, il s'agit de se mettre au bord de la perte de maîtrise. Donc là, on revient à la question de la typologie des plaisirs ludiques. Tu me disais, alors maintenant, une fois qu'on a dit il y a plusieurs enjeux, quels sont-ils ? Quels sont-ils ? Je crois qu'il y a un pliage vraiment très, 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 très fin et pas loin d'être infini des modes d'engagement avec les. Il y a une cuisine hein, quand on fait un jeu, quand on réalise un jeu, il faut savoir maîtriser toutes les formes de plaisir. Et après, ce qui est dur pour un créateur de jeux vidéo, effectivement, c'est de savoir, avec ce mélange, cette proportion en fait de plusieurs éléments qui composent le jeu, quel type de joueur en face va l'apprécier. Et quand on crée un nouveau type de jeu, on ne sait pas trop vers quel type de joueur on va s'adresser. C'est encore expérimental dans le jeu vidéo, parce que moi je suis sûr que dans le jeu vidéo il y a encore des nouveaux genres en fait qui peuvent se créer. Et que c'est vrai, et qu'il est jeune en fait comme média, parce qu'il a plein d'interactions technologiques et avec l'être humain qui sont assez complexes. Moi je pense que vraiment c'est
vraiment un mélange de vraiment beaucoup de choses dans le jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est quelque chose vraiment qui peut simuler en fait un monde très fidèlement, et on peut mixer en fait des sources de plaisir dans le jeu vidéo qu'on ne mixerait pas dans la vie de tous les jours facilement. Et c'est intéressant comme question. Là-dessus, alors moi j'ai jamais travaillé à l'élaboration d'un jeu vidéo, donc je sais que des suppositions, hein, mais j'imagine, vu la quantité inimaginable de jeux vidéo disponibles, le fait de s'attaquer à un ou à plusieurs plaisirs, le fait d'essayer de ratisser large, alors le terme est péjoratif, hein, mais ou de façon hyper centrée, ça dépend vraiment des politiques des uns et des autres. Quand en plus on part on part du cas où les gens ont une intention très marquée au départ à la création d'un jeu, où ils visent en se posant la question ou pas, un public ou un type de plaisir. Il y a sans doute plein de gens qui font des jeux aussi parce que c'est possible. Je sais pas, moi j'ai jamais joué autant. Il n'y a pas d'époque de ma vie où j'ai joué à autant de Metroidvania que maintenant. J'ai l'impression que la moitié des jeux indépendants, c'est des Metroidvania, et que l'autre, c'est des roguelike, c'est ça, comme ça qu'on dit, je sais plus. Mais c'est parce que une fois que alors le phénomène est assez marrant parce qu'il y a une relation entre les jeux indépendants et les jeux de gros éditeurs. C'est qu'à chaque fois en fait que les gros éditeurs en fait font pencher la balance d'un côté, en fait les indépendants ils en profitent parce qu'ils comprennent le manque qu'il y a. Ils se disent ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu de ce genre-là, et donc ils vont le réaliser. Et ça, c'est assez marrant dans le jeu vidéo indé. L'impression que ça donne, alors vraiment de l'extérieur, hein, parce que moi je suis consommateur, j'allais dire, c'est d'avoir des gens dont la motivation, c'est pas de viser un plaisir, c'est pas de viser un public, mais c'est de dire j'ai joué à tel jeu, mais j'ai l'impression que je peux faire mieux. Je peux proposer tel jeu un peu plus affiné, en fait. C'est aussi un hommage. Quand tu as aimé un style de jeu, tu as envie d'en refaire un en proposant, en renvoyant la balle au créateur. C'est-à-dire que quand tu es capable de créer un jeu, tu te dis, c'est pas seulement en fait, je vais refaire le même en mieux, mais tu te mets à imaginer, et c'est quelque chose qui est dépendant de ta partie quand tu joues, c'est tu dis, pourquoi dans le jeu on n'a pas la possibilité de faire ça? Donc ça reste quelque part dans ta mémoire, et si tu as la possibilité de refaire un jeu, tu te dis, ces idées-là, ce que j'ai imaginé dans le jeu auquel j'ai joué et qui n'était pas présent, je vais le refaire. Et donc ça perpétue la même tradition de ce type de jeu, mais en l'enrichissant à chaque fois. Et sinon, quelque chose qui est très intéressant aussi quand on parle des plaisirs et de création de jeux vidéo, c'est que tu peux créer un jeu dans le jeu vidéo à destination d'un certain type de joueurs, et en fait tu peux voir ton jeu en fait être détourné par les joueurs, et en fait il va casser les règles de ton jeu pour prendre un plaisir que tu n'avais pas prévu. Et alors, ça c'est intéressant aussi. Là tu parles à quelqu'un qui fait des jeux de rôle, c'est-à-dire que nous on est condamnés à ça, c'est même pas une surprise. Exactement. C'est-à-dire qu'on nous le renvoie sans cesse, même dans la figure, je vais dire. On parle de plaisir, j'en profite pour poser une autre question, et peut-être qu'on reviendra après à l'étude des cas limites. Donc j'avais une citation de Henriot, et ensuite on arrivera sur une citation de Jacquard, et je vous inviterai à réfléchir dessus. Jacquard qui a peu écrit sur le jeu, il a un peu écrit sur le sport, mais il s'agira de ça en l'occurrence. Donc la citation d'Henriot, c'est « Est-il possible de jouer sans prendre au sérieux, au moins momentanément, les règles que l'on s'impose de respecter ?» C'est une situation très importante en fait, que vous connaissez, certains d'entre vous j'imagine. Et ça permet justement, par rapport au plaisir dont on parlait, de reparler de la différence entre le play et le game. Enfin, nous, on n'a qu'un seul terme en français. Juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le play, on est vraiment du côté du jouer. Donc ça va être le plaisir éventuellement, le vertige, le temps qui passe, etc. Et le game, on est du côté des règles, du côté mécanique, et donc avec comme pente un petit peu naturelle l'idée de bien jouer. Et donc il y aurait une différence, au moins on peut s'interroger entre le jouer et le bien jouer. Et donc du coup Jacquard, c'était dans sa critique qu'il fait du sport moderne, il dit jouer ou gagner, il faut choisir. C'est une belle forme. Enfin, on revient à la question du money match dont on parlait, de l'enjeu qui tue le jeu. Et je serais plutôt partisan de ça, c'est-à-dire de dire qu'il y a dans le sport contemporain, dans cette institution qui est devenue le sport contemporain, il y a une contradiction motrice et gigantesque. C'est-à-dire que ce qui nourrit le sport, c'est le jeu, l'esprit du jeu et toutes les qualités que l'on attribue au jeu.
le fait que ce soit une activité libre, le fait que ce soit une activité dans laquelle on ne sait pas qui va gagner à l'avance, enfin, il y a cette dimension aléatoire. Et en même temps, ce qui caractérise le sport contemporain, c'est le fait que cette dimension d'incertitude, d'aléa, qui est propre au jeu, devient un problème structurel. Devient un problème structurel en termes de business. Parce que l'aléa dont on a besoin pour le jeu devient une propriété repoussoire si on n'est plus un joueur mais un investisseur. Et hier, la Ligue de football professionnelle, pour revenir au football, a décidé de changer les règles, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de promotion et de relégation dans les différentes ligues. Donc au lieu que les 2 derniers d'une ligue, par exemple la Ligue 1, soient relégués en Ligue 2, que les 3 derniers soient relégués, ce seront les 2 derniers. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et donc ce ne seront que les 2 premiers de la Ligue 2 qui monteront en Ligue 1, même chose pour la nationale. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour réduire l'incertitude. On fait ça comme cadeau aux investisseurs. C'est-à-dire qu'on réduit l'incertitude économique pour les investisseurs de voir leur club faire une mauvaise saison et donc descendre d'une ligue avec tout l'impact économique que ça suppose. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant, je regardais ces débats-là sur Internet, je trouvais intéressant la difficulté qu'ont les gens à interpréter cette décision. On est coincé. Parce que d'un côté, on dit maintenant, ils vont être libérés. Les clubs, on va voir du meilleur jeu dans les ligues. Ça, c'est un argument de défense de la décision. Pourquoi est-ce qu'on va voir du meilleur jeu? Parce que les équipes vont plus être paralysées par l'enjeu. Elles vont plus être paralysées par la peur de descendre, la peur de perdre. Donc enfin, ils vont pouvoir se lâcher et jouer. Donc le retrait comme ça de l'enjeu économique permettrait à ce que du jeu et du beau jeu se développe. Voilà, qu'on ne joue pas avec la stratégie la moins risquée. Ou la plus risquée, pardon. Et d'un autre côté, d'autres personnes disent mais ce truc-là de ligue fermée, ça fait qu'il n'y a plus d'enjeu pour la plupart des matchs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 2 relégués. Donc, si on prend le modèle de cette saison, ça aurait été décidé bien longtemps à l'avance. Et la plupart des clubs n'auront plus rien à jouer. Voilà. Je crois que le sport, c'est vraiment l'un des lieux où cette question-là de l'enjeu qui tue le jeu, mais il faut quand même de l'enjeu, est la plus prégnante. Et ils sont quand même sur une corde raide. Parce qu'à un moment donné, quand la même équipe gagne toujours le championnat, parce que la différence de masse salariale est telle qu'ils ne peuvent pas échouer, est-ce que, pour le coup, le moteur du sport, c'est-à-dire le jeu, l'esprit du jeu et de l'incertitude, n'est pas tué? Et on voit bien ici que dans ce truc qu'on appelle le sport professionnel, je parle du sport professionnel, jeu et contraintes économiques non seulement ne font pas bon ménage, mais tirent dans des directions opposées. Voilà, ça me semble extrêmement intéressant, cette difficulté à interpréter. Enfin, est-ce qu'on peut remettre du jeu dans cette situation-là? Le truc qui est très particulier aussi sur le foot, et sur ce type de sport ou de jeu, c'est que ce sont aussi des jeux spectacles, des jeux télévisés. C'est-à-dire que très souvent, l'enjeu pour les gens qui l'organisent, qui font les règles du jeu, c'est pas que les joueurs... L'enjeu n'est pas au niveau des joueurs. Si vous prenez par exemple un jeu comme... comment ça s'appelait le jeu sur TF1, on se faisait insulter tout le temps, c'était le maillon faible. Non, mais c'est ça. Le maillon faible, le principe, c'est pas que les joueurs s'amusent. Alors, il y a un enjeu financier qui est là, mais l'enjeu financier, il est ridicule par rapport à d'autres enjeux, par rapport au budget TF1, pour faire simple. Mais c'est comme le juste prix, quoi. Le juste prix, l'enjeu, c'est pas de savoir si vous avez gagné une cafetière. Et ce serait super sympa. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très content si on m'offre une cafetière. Peut-être que je serai encore plus content si je passe à la télé, que je peux faire le couillon et que Madame Michu, elle me reconnaît. Mais globalement, c'est pas l'enjeu, il n'est pas à ce niveau-là. L'enjeu des spectacles. À mon avis, je suis d'accord pour distinguer. Est-ce que le but du foot professionnel, c'est que les joueurs s'amusent? Est-ce qu'ils sont encore des joueurs? Est-ce qu'on a raison de les appeler joueurs? C'est pas sûr qu'ils jouent. Ce sont des professionnels et en général, ils ont tout autre chose en tête que de s'amuser sur un match. Il y a des enjeux beaucoup plus importants et de carrière et de famille, etc. Et je parle pas du tout petit top joueur. Je parle de la majorité des joueurs qu'on a dans les ligues. Alors, la question est là. Je veux juste finir le point présent avant d'aller dessus parce que sinon on est parti pour la journée. L'enjeu, je pense, sur le match de foot, il est effectivement aussi au niveau des investisseurs.
ou le fait de réduire, ça veut dire que simplement le fait de faire venir tel joueur, le fait de venir, l'aspect financier de l'investissement, le rapport sur le risque est beaucoup plus intéressant pour les investisseurs. Et là, l'enjeu, c'est pas de savoir si les joueurs ils vont être plus ou moins délivrés, c'est de savoir si les investisseurs vont être plus ou moins délivrés et les rosters, si les recruteurs, si les équipes vont être plus ou moins désinhibés. Je dis une bêtise. S'ils vont plus ou moins se lâcher en termes de masse salariale, pour reprendre ces termes. Donc les derniers à jouer dans le système du sport professionnel, ça serait ceux qui ont l'argent. Pour moi, ça fait partie de. Alors, il n'y a peut-être pas d'attitude ludique, mais en tout cas, il y a des règles du jeu, il y a des enjeux, quoi. Oui. C'est le jeu au sens d'un jeu social. Mais mon sentiment, c'est que ça contamine aussi la dimension spectaculaire. C'est-à-dire que si on assiste à une partie dont l'issue est jouée d'avance, c'est une évidence chez Kaiwa, il faut ce caractère d'incertitude. Si on assiste à une partie dont l'issue est jouée d'avance, ça n'a strictement aucun intérêt. Ou alors on fait comme les bandes annonces, c'est-à-dire qu'on dramatise à fond, quoi. On explique que pour la 73e fois cette saison, c'est le match qu'il ne faut pas louper. On parlait de Kaiwa, donc je montrais qu'il y avait du jeu en dehors du jeu, en fait, avec les formes. Tu as la spéculation boursière dans les formes institutionnalisées là, de la chance. Et c'est pas une bataille navale, ça, alors. Non, c'est un bingo, il faut voir tout ce qu'on a cité. On n'a pas encore parlé d'alcoolisme et de drogue. Ouais, c'est... Ah oui, le mariage, ouais. C'est vrai. Alors, on va bientôt devoir passer la parole au public. De toute façon, le créneau était très très court, puisque de toute façon, la conférence a été scindée en deux. Donc, tout ce qui n'aura pas été dit sera dit pendant le deuxième créneau, qui est dimanche. Ils doivent être contents. Et là, peut-être une dernière question. Alors, moi, en fait, j'avais noté plein de questions, mais toutes très très vastes. Donc, je vous les donne, et peut-être qu'il y en a une dernière qui va vous inspirer, puis ensuite, on va passer la parole au public. Certaines faisaient écho, évidemment, de ce qui a été dit précédemment. Alors, il y en a une qui concernait le game design, l'enjeu comme paradigme dominant du game design contemporain. Alors, ce que je veux dire par là, je ne dis pas que dans les anciens jeux, il n'y avait pas d'enjeu, mais globalement, le game design, c'est au fur et à mesure des années beaucoup affiné, à tel point que maintenant, on a des cours de game design, on a des gens qui vraiment ont étudié un corpus, sont eux-mêmes des joueurs depuis 10, 20, 30 ans. Donc, il y a vraiment une maîtrise de la grammaire des mécaniques, du level design, de l'interaction, etc., etc. Et j'ai l'impression que de plus en plus, le jeu il est appréhendé formellement et construit comme addition et superposition de boucles de gameplay avec des objectifs et des récompenses très claires à chaque niveau. Non pas que je sois contre en fait, les récompenses, mais j'ai l'impression que c'est presque une dérive formaliste. Ah oui, je trouve ça hyper intéressant comme forme de critique, mais ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur les achievements. Et puis Dorian avait fait une super émission vidéo, je ne sais pas comment on dit, sur justement la question des achievements et l'intégration à l'intérieur de jeux de boucles artificielles comme ça pour susciter de la motivation avec des choses comme les boîtes de Skinner dans lesquelles vous avez des récompenses aléatoires, et ces récompenses aléatoires ça pousse à tirer, à tenter un nouveau tirage, puis un nouveau tirage, puis un nouveau tirage, ce qui est la structure du farming. Donc c'est vrai que en tant que joueur on peut avoir l'impression que l'objet en face de nous est de plus en plus composé, de plus en plus précisément composé pour nous happer et nous capter. La question, c'est quelle est la part d'illusion là-dedans ? Parce que moi, ce que je me dis toujours, c'est que les bons jeux sont rares, malgré tout, et que s'il suffisait d'appliquer quelques règles de game design que tout le monde connaît pour faire un bon jeu, alors nous serions... Alors peut-être qu'il y a beaucoup aujourd'hui de bons jeux, en tout cas de jeux qui se tiennent, qui n'ont pas ces défauts, mais voilà, l'intérêt c'est déplacé ailleurs, on attend autre chose, vraiment des expériences ludiques d'être placé dans des boîtes de Skinner. Je propose qu'on passe la parole au public, si vous voulez réagir sur... Peut-être que j'avais quelque chose à dire dessus, mais ouais, moi personnellement je trouve qu'il y a quelque chose qui était très présent de par son apparition quand même assez récente du jeu vidéo dans les médias, c'était en fait le plaisir de la découverte d'un nouveau média, et donc d'avoir quelque chose en fait qui à chaque fois t'étonnait
même si c'était pas très parfait ou pas très sur la durée, on pouvait finir le jeu en 30 minutes. À chaque fois, on explorait, on avait vraiment des terrains d'exploration. Et je pense qu'il y a cette composante en fait de la découverte surprise. En fait, elle est très elle diminue au fur et à mesure en fait qu'on va mettre les jeux dans des petites boîtes, on va les mettre dans des genres bien définis, avec, comme tu disais, au niveau formalisme, 5 genres à son type de récompense, de boucle de gameplay, et finalement, en fait, en faisant comme ça, on appauvrit le jeu. Et pour faire un parallèle avec la cuisine, pour faire des nouveaux plats, en fait, il faut tenter des nouvelles expériences, et pas rentrer dans des règles prédéfinies. Parce que sinon, on tombera jamais sur la recette inédite qui pourrait faire plaisir. Voilà. Et puis, on va laisser la place au public maintenant pour les questions. Là, notre jeu est injouable. Il faudrait mettre le voilà. C'est bon. Dans les cas limites, il y a cette idée de ritualisation du jeu aussi, parce qu'on voit des joueurs, en tout cas moi je vois dans mon entourage des joueurs et j'en fais partie, des gens qui vont jouer à un jeu une fois par an. Et ce jeu, il a perdu son capital d'intérêt dont tu parlais tout à l'heure, Mathieu, et pour autant c'est presque l'attitude ludique qui devient l'enjeu, c'est on joue pour y jouer. On sait par avance qu'on va le finir, on sait par avance qu'on va pas avoir de difficultés parce qu'on connaît le jeu par cœur, mais malgré tout, c'est le simple plaisir de se mettre dans le jeu qui devient l'enjeu. Ouais, c'est vachement intéressant parce que c'est des choses qu'on observe quand on fait de la socio, des communautés de joueurs, et autour de la question des carrières ludiques, qui sont, enfin, ce qu'on appelle les carrières ludiques, alors, disons, les manières de jouer au fil de la vie, et qui sont extrêmement influencées par les âges de la vie et des étapes, fonder une famille, avoir un boulot, etc. Et on voit des catégories de joueurs, effectivement, qui se retrouvent, comme c'est exactement la pratique que tu décris, qui se retrouvent pour jouer à des jeux auxquels ils jouaient ensemble pour une bonne part il y a quelques années. Donc il y a le plaisir des retrouvailles, et avec quelque chose qui relève du rituel et de la nostalgie. Ouais. Et donc l'enjeu s'est déplacé. Dans notre typologie des enjeux, finalement, l'enjeu du jeu comme enjeu intrinsèque a disparu derrière le fait d'avoir un jeu qui est un support pour être ensemble. Mais les jeux ont toujours été des supports pour être ensemble. C'est-à-dire que même les pratiques les plus solitaires du jeu sont toujours des pratiques sociales. On ne joue que parce qu'on peut partager, que parce qu'on peut en parler à d'autres. Il n'y a pas besoin que ça soit un jeu à plusieurs pour que ça soit du jeu socialisé. Et ça vaut pour toutes les pratiques culturelles, je veux dire. On lit, on va au cinéma, parce qu'on peut partager. Et parce que ça fait sens de partager. Il y a une question là-bas. Ne vous inquiétez pas, on va déborder un petit peu. Il y a une pause qui était prévue pour ça, pour faire tampon. Petit problème de micro ? Il fallait pas enlever les piles, Dorian. On est trop loin du capteur, peut-être. Moi, il me semble que Alléluia. le problème du rapport du jeu à l'enjeu est vicié dès le départ par une sorte de présupposé scolastique. C'est-à-dire qu'on fait comme si le joueur était sans cesse conscient des raisons et du plaisir qu'il prenait à jouer et de pourquoi il prenait du plaisir à jouer. Et Mathieu Triclot a rappelé le palimpseste qui constitue les différentes couches du jeu qui sont sans cesse entremêlées et qui interagissent les unes les autres avec les autres. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est quand on a dit que l'enjeu n'était pas nécessairement au niveau des joueurs. Et il me semble que la question sociale et biologique, au-delà du social, sont sous-analysées dans le cadre de cette question. Par exemple, on pourrait faire une interprétation darwinienne du jeu, c'est-à-dire pourquoi on fait le tour de la balançoire et en tournoi, etc. Parce que c'est une manière d'exploiter certaines possibilités, de se tester soi-même, et qu'il y a eu à un moment des avantages sélectifs, par exemple, pour faire ça. De même, action chiche ou vérité, il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais il y a un enjeu social quand même. Et
tous ces 3 niveaux individuels, souvent on cherche. Le problème se pose qu'au niveau individuel en fait, puisque on peut partir d'un présupposé anthropologique et ontologique global qui on ne fait rien sans enjeu, rien ne se produit sans cause. Et la question ce serait plus de chercher quel est l'enjeu derrière les jeux vidéo en prenant pour acquis qu'il y en a, que de se demander s'il y a des jeux sans enjeu, ce qui est une contradiction philosophique, enfin ontologique dans les termes, quoi. Rien ne se fait sans cause, quoi. Voilà. Alors, je dirais 2 choses, ensuite vous répondrez. La première chose, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, de toute façon, dans ce créneau, c'est ce qu'on pourrait qualifier, c'est tout ce qui va être enjeux extrinsèques et non ludiques. Effectivement, au niveau de la société, il y a des enjeux éducatifs, politiques, etc., etc. Ils sont très nombreux, c'est vrai que là, on n'a pas eu le temps de les analyser. Et c'est ce qu'essaye d'ailleurs, c'est dans cette direction que travaillent d'ailleurs les Serious Games, pas toujours d'une manière intelligente d'ailleurs. Par contre, je ferai une nuance assez importante, parce que le parallèle avec la physique et la logique est intéressant avec cette idée de cause. Tout s'explique effectivement par des causes. La cause, elle est antérieure à son effet. L'enjeu, en fait, on en ferait volontiers une description finaliste. C'est-à-dire, comme dans l'ancienne physique aristotélicienne, avant la science en gros moderne avec Galilée, c'était l'idée en gros que ce qui va nous pousser est dans le futur. C'est-à-dire, c'est l'enjeu, c'est pas une cause, semble-t-il, au sens de la physique, au sens de la causalité physique. C'est une petite nuance qui est à mon sens importante, mais si quelqu'un veut répondre, du coup. Ouais, non, je réfléchis à la question qui est très ouverte et très difficile. Tu as raison, c'est-à-dire qu'on a traité la question à un niveau individuel et de psychologie, alors individuelle, plus ou moins socialisée, parce je pense qu'on fait quand même très attention au fait qu'il faut des milieux favorables pour qu'on puisse jouer, que les expériences de jeu n'ont aucun sens par elles-mêmes, sans cette insertion dans des milieux favorables. La pratique que décrivait Dorian, c'est typiquement ça. On joue parce que le sens du jeu, c'est de rejouer. Donc, c'est même pas un sens premier, c'est d'être dans le rejeu. Et le rejeu, il est lui-même le support d'un être ensemble. Donc là, il y a tout ça. Après, il y a la dernière question, presque spéculative, métaphysique, anthropologique, générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner une fonction au jeu comme activité? Et tu faisais une hypothèse darwinienne du test ou de la répétition des capacités. Alors, ça m'inspire plusieurs choses. La première, c'est qu'il me semble très difficile de répondre à cette question. C'est-à-dire que d'un point de vue empirique ou du point de vue du déploiement d'un savoir, je me dis, tiens, mais comment est-ce qu'on pourrait tester des hypothèses de ce genre? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que ce débat-là, il a eu lieu à plein de niveaux, justement, autour de l'activité jeu, parce qu'on touche encore, mais c'est peut-être pas un hasard, on touche encore au noyau de l'attitude ludique. C'est-à-dire qu'on veut que le jeu, ça soit important, donc que ça serve à quelque chose, mais en même temps, c'est une activité qui ne sert pas directement à quelque chose, mais dont on attend qu'elle serve à quelque chose. Donc, dans toutes les théories du jeu classiques, il y a vraiment cette question de est-ce que ça sert à quelque chose, en fait, par derrière, de manière dissimulée pour les acteurs, quoi. Et on retrouve cette impression que c'est à la fois futile, et il faut qu'il y ait de l'enjeu. On retrouve cette balance-là. Et après, c'est vrai que très souvent, ce qui a été avancé comme réponse, c'est des réponses d'apprentissage ou d'accommodation. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à développer des capacités. Ce qui nous renvoie aussi à la question du jeu humain et du jeu animal. Puisqu'on dit les animaux jouent, mais est-ce qu'ils peuvent jouer comme nous, êtres humains, nous jouons, sachant que chez eux, ce serait effectivement quelque chose de l'ordre de l'entraînement à des capacités. Alors on peut se dire, chez les êtres humains, c'est pareil. Hein. Il y a des jeux vidéo pour animaux, après tout, où les chats sont très bons à Fruit Ninja, par exemple. Peut-être parce que ça touche, comme tu dis, il y a une dimension biologique, ça touche une dimension de réflexe et de saisir des objets en mouvement. Je pense par contre ça finit par rayer l'iPad là, avec les griffes, mais on doit pouvoir s'arranger quand même. Et puis il y a eu des jeux qui ont été spécialement designés pour les animaux. Ça, je trouve ça fascinant parce qu'on voit une sorte de continuité entre cette forme de jeu et le jeu humain. Alors, mais je finis là-dessus. Ça, c'est aussi un débat. Il me semble que ces débats sur la fonction cachée du jeu, sur la frontière jeu humain, jeu animal, c'est des débats qui sont connectés en fait. Et chez un auteur comme Orio que tu citais, qui a plutôt une orientation, disons, idéaliste ou spiritualiste, il y a cette idée qu'il y a une spécificité du jeu humain. C'est cette dimension réflexive, ce décollage vis-à-vis de soi-même qu'on a dans l'activité jeu.
j'y joue à fond, mais je sais en même temps. Voilà. Donc on a une structure dans la tête qui est presque de l'ordre de la mauvaise foi ou de la mauvaise conscience. Je sais que je fais une activité au second degré, mais quand je le sais, ça tue l'activité, donc je dois l'oublier en même temps que je le dis. Voilà, on revient à la structure métastable initiale. Ouais. Mais dans le jeu humain, il y a en fait une strate supplémentaire qui, en fait, moi par exemple, quand j'analyse GTA, je me dis on va y jouer et faire n'importe quoi parce qu'on se dit on va s'extirper en fait de notre monde social, enfin de la réalité qu'on est obligé quelquefois de subir et expérimenter quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et ça, je crois que les animaux le font pas. Enfin, ils vont faire. Là, tu reviens à l'interprétation individuelle, des motivations et des plaisirs, quoi. Est-ce qu'il y a une fonction comme ça à l'échelle anthropologique, à l'échelle humaine, de jouer aux jeux vidéo, de jouer à GTA? Voilà, ça c'est. Il y a eu plein de thèses là-dessus, sur le fait, par exemple, on dit les jeux vidéo, c'est l'apprentissage de notre hybridation avec les machines informatiques. Bon, ça serait une manière de situer comme ça les jeux vidéo avec une espèce de fonction cachée dans l'histoire de l'humanité, quoi. C'est le moment où on rentre en machine. Alors juste un aparté avant de laisser la parole à une autre personne qui, levant la main, aura le micro. C'était, alors là, ce serait pas tout à fait une fonction cachée, mais ça serait vraiment une fonction manifestement à l'échelle sociale, à l'échelle vraiment de la cité du jeu, mais je ne vais pas trop m'épancher parce que j'en parlerai sur la conférence sur l'e-sport. C'est la pyramide de Coubertin. En gros, c'est que parfois, ça peut être certaines formes de jeu peuvent être instrumentalisées par des États pour, en gros, sous couvert de faire, mettons, du sport de masse. Ça va être un moyen de recruter, par exemple, de faire émerger progressivement une certaine élite. Donc une certaine élite pour briller dans les championnats sportifs, ou une élite qui pourra diriger, une élite qui pourra servir à faire quelque chose, une élite en gros. Donc ça peut, mais là on n'en est pas, c'est pas évidemment, on en a parfaitement conscience, c'est de l'instrumentalisation. C'est pas une force cachée, quelque chose qui nous déterminerait en tant qu'humains à l'échelle sociale. Mais il y a au moins voilà, une couche consciente en tout cas qui est de cet ordre en tout cas. Sur le sport, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. La plupart des... je pense que... il y a tout un tas de petits garçons qui font du foot quand ils sont gamins, et c'est pas parce qu'ils ont envie de jouer au foot. Ils ont aussi envie de jouer au foot. Mais ils ont par exemple leurs parents qui pensent que ça fait partie d'une hygiène de vie, ou qui pensent que... pour plein de raisons. Et le but, ce sera pas forcément qu'ils s'amusent ou qu'ils soient bons dans ce truc-là. Il peut se passer plein d'autres choses à côté. Dans le sport, c'est quelque chose qu'on trouve très très souvent, l'instrumentalisation, et puis qui pour le coup rappelle à une vision sociale du sport, des jeux, mais ce sera traité sur d'autres. Mais il y a un exemple que j'ai, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin en fait, sans grossir le trait. On est dans une société particulière, notamment capitaliste et libérale, mais regardons les modèles scolaires en fait. Les modèles scolaires tristement, ils reconduisent énormément en fait, de choses ou d'éléments qu'on traduirait dans d'autres contextes comme des éléments de jeu. Des éléments de jeu dont les échecs sont dramatiques, parce que là, c'est l'exclusion, on ne peut plus réelle de la vie sociale. On n'a pas de diplôme, on a eu des mauvaises notes, on n'aura pas de travail, ou alors on aura un moins bon travail, mais il y a une sélection, il y a des processus qu'on peut volontiers décrire en fait, comme une sorte de jeu à une certaine échelle sociale pour aller dans votre sens. Et je ne suis pas sûr que ce soit consciemment instrumentalisé. Ça peut l'être, je ne dis pas, mais à titre d'hypothèse, au moins, on peut imaginer que les gens n'ont pas conscience. C'est le reflet d'une idéologie et qui procède, qu'on n'appelle pas jeu, mais qui, pour certaines de ces déterminations, peuvent ressembler, en tout cas, me semble-t-il, avec ce système de notation, de sélection. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Ici. Alors, normalement, c'était midi, mais on va déborder un petit peu, mais pas trop non plus. Parce que... Yann, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de gameplay, en fait, où tu dissociais les règles et le côté jouet divertissant du jeu. Et en fait, ma question, c'était est-ce que l'enjeu est lié au côté game, les règles du jeu ? Et est-ce qu'on peut retrouver l'enjeu dans le côté play, le côté vraiment de distraction qu'on peut retrouver dans des jeux type bac à sable, genre des Lego, faire un château de sable, ou dans d'autres activités créatives, ou des activités, des loisirs créatifs par exemple?
Oui, enfin, on a déjà un peu parlé, mais oui, l'enjeu vient au moins autant de ce qu'on apporte que des règles du jeu. Enfin, il y a tout un tas de façons de prendre l'enjeu. Et il y a dans quasiment tous les jeux, en fait, il y a un phénomène qui est ce qu'on appelle l'appropriation. C'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'un jeu soit là, mais il faut qu'en plus qu'on le rende encore plus jouable, en fait, qu'on prenne une attitude, l'attitude ludique que tu évoquais. Et ça peut se retrouver dans plein d'éléments qui ne sont pas des jeux au sens cadre un système formel de règles, mais qui sont des choses avec lesquelles on va jouer. Moi, un exemple que je prends très souvent, c'est le parcours. Alors, ça a l'air débile comme ça, mais moi, si vous me regardez en train de monter des escaliers, des trucs comme ça, vous allez voir que ça me fait pas jouer, enfin, ça me fait pas rire. C'est pas un truc que je trouve génial. Par contre, quand vous prenez des mecs qui font du parcours, ils prennent 3 marres d'immeubles et ils voient partout des opportunités de jeu. Et a priori, je suis à peu près sûr que, vu là d'où ça vient, les mecs qui ont construit les barres d'immeubles, ils n'avaient pas le jeu en tête. Mais effectivement, en tout cas, mais c'est du fait qu'on a un mot en jeu qui est extrêmement large et polysémique. Mais encore une fois, du côté du game, la pente naturelle, ça va être l'application optimale, ou du moins en bonne et due forme des règles. Et on arrive assez vite aux jeux compétitifs, pour le coup, ou à d'autres formes dans lesquelles il faut bien jouer. Et là, le play, effectivement, qui semble être favorisé dans les mondes ouverts, parce que la liberté semble favoriser l'émergence. C'est-à-dire qu'en gros, le joueur va peut-être simplement jouer par plaisir et au bout d'un moment se fixer ses objectifs. Mais notons que autant du côté du game, on est du côté du lisible, c'est-à-dire que c'est comme si on nous donnait un petit manuel d'instructions. C'est comme ça qu'il faut jouer au jeu. En gros, il y a un trou, ton personnage il va devoir sauter. L'objectif est clair, on voit comment il faut le faire et c'est très lisible souvent du côté du game, les règles. Mais il peut aussi y avoir de l'émergence du côté du game, je précise. Notamment les pratiques émergentes comme le speedrunning. C'est-à-dire où clairement, dans une pratique répétée en fait, du game, où on applique correctement des règles, on essaie de jouer de manière optimale, petit à petit on peut se fixer des objectifs ou des contraintes, retrouver un peu de liberté, les formaliser pour pouvoir jouer les uns les autres, éventuellement se mesurer. Et c'est un statut particulier parce qu'à proprement parler, si on était un puriste, on dirait que c'est pas vraiment du côté du game, c'est pas le premier niveau de règles, ou ça découle pas directement des règles, ça n'a pas été anticipé par les développeurs, mais n'empêche que c'est une couche qui se rajoute. La communauté va fixer les usages en gros, et ça devient une manière de jouer connue de tous, très lisible pour le coup. Mais en plus, c'est très vieux, ça date de Space Invaders, en fait, cette manière de créer des nouvelles règles. Parce qu'au Japon, quand le jeu était maîtrisé par plusieurs champions, et qu'il n'y avait pas de version pro de Space Invaders, en fait, les champions japonais ils jouaient entre eux avec une règle qui définissait qu'on ne pouvait pas tirer sur les aliens avant qu'ils arrivent du côté des protections du joueur. Et à ce moment-là, ça obligeait le joueur à faire un perfect au niveau des tirs. Et c'est du gameplay émergent. C'est rajouter une règle qui n'était pas dans le jeu pour enrichir le jeu et l'adapter aux joueurs. Ouais. J'ai l'impression que tu nous ramènes aux cas limites, c'est-à-dire dans les jeux, avec des formes de jeux qui seraient sans enjeu parce qu'elles ne sont pas institutionnalisées dans les règles. Et effectivement, on va se demander qu'est-ce que c'est l'enjeu de jouer à la marchande. Où est l'enjeu dans cette affaire-là. Et tu avais une belle formule tout à l'heure à propos des premiers jeux de rôle de Donjons et Dragons, qui était l'enjeu, c'est de continuer à jouer. C'est-à-dire, mais effectivement, j'ai l'impression que du point de vue, une partie de la motivation, parce que là on est dans cette strate psychologique, de jouer à la marchande, c'est de continuer à jouer à la marchande, c'est-à-dire de maintenir ouvert dans la négociation comme ça entre les joueurs cet espace où on peut continuer à faire comme si. Et donc là, on est dans un enjeu qui est presque le sens littéral, l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être en jeu, c'est-à-dire de maintenir l'entrée en jeu, ou l'enjeu, ou d'être dans cette strate-là. Mais la plupart du temps, dans nos activités de jeu, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons des objets supports pour nourrir cet enjeu. Voilà, c'est comme ça que j'articulerai, moi, la dimension du game, des jeux qui sont codifiés avec des conditions de victoire, de défaite, qui fixent comme ça, qui formalisent des enjeux. Mais au fond, même dans les games, même sur les games, l'enjeu, ça reste d'être en jeu. Et on le voit de manière d'autant plus pure dans des activités qui sont, elles, peu réglées ou faiblement réglées, comme ce que tu citais.
Ce qui nous laisserait la question posée par notre camarade tout à l'heure de savoir est-ce que derrière Jouer à la marchande, il y a d'autres enjeux qui ne sont pas simplement celui de maintenir cet espace comme ça où on peut faire semblant, on peut changer d'identité, on peut s'essayer à différentes pratiques. Sur ces logiques par rapport au play, sur les définitions de l'altitude ludique, je crois que c'est celle de Suisse, je ne suis plus bien sûr, qui définit l'attitude en fait comme le fait de rajouter des contraintes qui ne sont pas nécessaires. Et j'en sais rien, on tourne autour d'un parc. La solution la moins optimale, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, ce que tu expliquais sur Space Invader ou même le speed game, c'est se rajouter des contraintes en fait par le play, ou les formaliser éventuellement. Si on part du principe qu'on change de jeu, c'est quelque chose qu'on peut le concevoir comme on veut. Mais dès qu'on va se rajouter des contraintes durant la partie, j'allais dire, on s'approprie le jeu. Alors on va peut-être prendre une dernière question parce qu'il ne faudrait pas trop qu'on déborde parce que la pause va être très très courte sinon. On a parlé de corruption tout à l'heure des jeux. Il y a un point qui a été un peu écarté, c'est la corruption. Corruption, c'est un terme de Caillois, hein, tu le vois sur le oui, schéma. Oui, je le vois. Non, c'est la corruption du jeu à la base et pas par l'argent, mais par exemple des intervenants extérieurs, notamment sur des grosses productions. Qui vont, notamment dans un FPS ou dans un jeu de simulation ou même dans un jeu de grande stratégie, par des nécessités de réalisme, faire intervenir des professionnels, des intervenants, comme par exemple des militaires, pour que le jeu soit très réaliste. Et la question est, quel est l'objectif de l'intervenant qui lui est donc envoyé par un État ? Quel va être son impact sur la vision idéologique qu'il peut y avoir dans le jeu ? Ou qu'est-ce que lui il veut apporter au jeu ? Qu'est-ce qu'il veut implémenter dans le joueur ? Quel est son intérêt pour son État ou pour son institution ? On touche à une question qui est proche de celle dont on a discuté avec le Serious Game, c'est-à-dire l'idée que sous couvert de jeu, on puisse faire passer quelque chose, je suppose dans l'exemple que tu prends, c'est-à-dire des messages idéologiques qui passeraient soit à travers les messages audiovisuels du jeu, soit à travers le système de jeu. Mais il me semble que, disons que la plupart des jeux intègrent des contenus symboliques et des contenus culturels, donc ils ont dans leur immense majorité, comme ça, cette fonction de transmission de messages. Le cas que tu évoques ou tu invoques est un cas dans lequel on chercherait à tromper et où il y aurait une dimension d'illusion parce qu'on cacherait quelque chose à l'intérieur du système de jeu. C'est toujours possible. Est-ce que c'est de la corruption au sens de Caillois ? Corruption, ça porte toujours, il me semble, chez Caillois sur l'attitude ludique, puisqu'il parle de mode d'engagement. Est-ce que c'est de... Ouais. C'est pas la réponse. C'est de l'instrumentalisation. C'est très malin, ça. Ouais. C'est de l'instrumentalisation, en tout cas, parce que c'est clairement un vecteur éducatif et un vecteur idéologique. On a conscience de cela, donc que ce soit les entreprises privées ou les États, il y a des messages qui passent en dessous des lignes de flottaison. On sait, comme tout média culturel, ça va véhiculer un certain nombre de choses que les gens vont intégrer, digérer. Après, ça reste essentiellement technique la plupart des fois, les consultants. Si tu parles par exemple d'un consultant militaire dans un FPS ou dans un RTS, ça va être surtout sur un consultant pour la portée des armes, leur puissance. Si toi, tu n'as pas cette connaissance et tu n'as pas envie d'aller la chercher en tant que créateur de jeu. Après, l'idéologie, je pense qu'elle est plus, portée par les concepteurs du jeu et souvent par le scénariste. Et puis après, ça dépend de son idéologie propre aussi. Hein. Tu prends des jeux quand même comme Metal Gear. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est porté sur les jeux de conflit, de guerre. Je trouve ça assez limite morbide en fait de jouer à un jeu qui parle d'une guerre, par exemple, qui est en train de se dérouler ou qui est très récente. Et parce que pour moi, que ce soit les jeux de stratégie ou les FPS, j'aime bien y jouer, mais dès que ça a un rapport trop avec le réel contemporain, ça a tendance à m'énerver. Et Metal Gear avait très bien réussi ça. Moi, j'ai joué, mais à Metal Gear, le premier, j'ai commencé à aimer la saga parce que j'ai compris en fait qu'il y avait un message dedans qui était justement contre la guerre, contre la manipulation, contre les États, et ça m'a beaucoup plu. Donc oui, l'idéologie, elle peut plaire ou ne pas plaire. Effectivement, je vois, mais je pense pas que ce soit les consultants techniques qui vont en fait influencer ça. Donc là, c'est marrant parce que
Je revenais sur ce qu'on a dit avant. J'étais en train de relire le sujet. Y a-t-il du jeu sans enjeu ? Là, on a adopté un point de vue. On a parlé en tant que, selon nos disciplines de spécialité, on n'a pas forcément parlé en tant que joueur. Et je me reposais la question en tant que joueur. Moi, je suis quelqu'un qui joue vraiment du côté du game, par exemple. Moi, je le sais, je suis comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est que quand on décrit la question de l'extérieur, on a dit bon, les enjeux peuvent être intrinsèques, tirés ou explicitement tirés des mécaniques. On peut aussi tirer du plaisir, ce qui est plus du côté, mettons, du play. Et ce qui est rigolo, c'est quand ça, je peux l'affirmer à la troisième personne. Mais si je me mets en tant que joueur, j'ai l'impression que la plupart des joueurs qui ont un profil, qui jouent pour gagner ou du moins pour bien appliquer les règles, parlent volontiers d'enjeux. Alors que si j'interroge mes amis, et j'en suis sûr, qui jouent simplement pour s'amuser, ils n'emploient pas le terme enjeu, par contre, jamais. On peut le décrire a posteriori, comme toute description, dire oui, faire un procès d'intention en disant pour toi c'est pas un enjeu, mais d'une certaine manière c'en est un. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait les joueurs que je connais, que ce soit pour les jeux de société ou jeux vidéo, parleraient pas d'enjeu, quoi. Ils diraient, et j'en connais, et ça peut poser d'ailleurs des fois des tensions ou des problèmes de contrat ludiques quand on joue avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a un qui veut appliquer les règles et d'autres qui veulent juste s'amuser. On sait ce que ça peut donner, mais en tout cas, je pense que ces joueurs-là n'emploieraient pas volontiers le mot enjeu, semble-t-il. Mais je suis en train de me dire ça en relisant. Oui, parce que mais je crois qu'il y a quand même le clivage, c'est-à-dire que tu le repousses toujours. Enfin, une des manières de jouer, une des possibilités pour que tu puisses jouer, c'est de dire non, mais c'est rien, c'est juste un jeu, ça va. Et voilà. Et pour pouvoir jouer, il faut commencer par écarter l'enjeu proprement dit. Et un des trucs que tu mentionnais à un moment donné, c'est un des prototypes comme ça, pour moi, de l'idée du jeu et de ces corruptions possibles, c'est quelque chose qu'on voit quand des jeux sont représentés, je pense au cinéma. On a énormément de films dans lesquels il y a cet objet extraordinaire qui est le jeu à la vie, à la mort. Et le jeu qui va être transformé, qui tout d'un coup va être chargé d'un enjeu mortel. Il y a une scène de James Bond dans laquelle le héros va mourir, ou bien toute la planète va mourir si on perd la partie d'échecs, et ceci et cela. Il y a les chasses du comte Zaroff, où ça commence comme un jeu, et puis en fait, c'est un jeu à la vie, à la mort. Bon, pour moi, ça représente ça, en fait, non pas tellement une corruption du jeu, mais le désir des joueurs. Quand on joue vraiment, quand on se prend vraiment au jeu, il faut faire comme si c'était à la vie, à la mort. C'est le jeu idéal. Et en même temps, il devient injouable. Voilà, tac, on retrouve cette balance. Et comme ça, on a bouclé, on est revenu sur la question. C'est avec plaisir, du coup, qu'on a vu intervenir Douglas Alves. Merci. Jérôme Larrey. Merci. Mathieu Triclot. Merci d'être venu. Please welcome Red Craft.